Bonjour et bienvenue dans La Causette. Aujourd'hui, je reçois Harmonie qui se livre sans langue de bois sur son quotidien de proche aidant d'une personne bipolaire, des difficultés qu'elle rencontre, de son cheminement et comment elle apprend à vivre avec. Avant de commencer cet épisode, je tiens à encourager toutes les personnes souhaitant se renseigner sur les jeunes et proches aidants à contacter l'association JAD ou toute autre structure afin d'obtenir une aide. Chaque information, chaque aide est utile pour améliorer et assister au mieux le quotidien des personnes qui nous sont chères et qui trop souvent souffrent seules, mais aussi pour soutenir ceux qui dédient leur vie afin de faciliter celle des autres. Harmonie, bonjour. Bonjour Jordan. Ravi de te recevoir dans La Causette. Comment est-ce que tu vas ? Je vais très bien et toi ? Je vais très bien aussi, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent ? Je m'appelle Harmonie, j'ai 28 ans, je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai été bénévole au sein de la Croix-Rouge française auprès de 100 domiciles fixes. Et aujourd'hui, je suis coordinatrice de projet dans une collectivité territoriale auprès d'un service petite enfance, enfance-jeunesse que je coordonne. Tu me rejoins aujourd'hui pour parler de ton quotidien de proche aidant d'une personne souffrant de troubles bipolaires. Ouais. Mais tout d'abord, petite question qui je pense va devenir une coutume dans La Causette. Je dois te demander, qui était l'enfant Harmonie avant que celle-ci ne laisse place à l'adulte, la femme, la conjointe et l'éducatrice spécialisée que tu es ? Eh ben, j'étais une petite fille souriante, pleine de joie de vivre. J'ai vécu dans une famille qui m'a apporté beaucoup de valeurs et beaucoup de principes, même si j'ai traversé des choses pas simples. Je suis une fille unique, donc j'ai grandi avec ça. Donc j'ai été, je pense, beaucoup entourée par mes amis depuis toujours. Et tout ça, ça a fait en fait la femme que je suis aujourd'hui. Avant qu'on se plonge pleinement dans ton quotidien de proche aidant, j'aimerais qu'on parle de la bipolarité, Ouais. qui aujourd'hui touche près de 2 millions de personnes en France. Mm-hmm. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur la bipolarité, mais comme pour chaque chose qui nous sont inconnues, on a tendance à ne la voir que de façon un peu négative ou péjorative. On l'a dit tout à l'heure, tu es proche aidant d'une personne souffrant de troubles bipolaires. Comment est-ce que tu expliques, par rapport à ton expérience, la bipolarité ? Alors, la bipolarité, c'est une maladie. Déjà, ça, c'est important à le resituer. Une maladie psychiatrique qui touche les femmes et les hommes. En général, ça se déclare à l'entrée dans l'âge adulte. Donc, on va dire entre peut-être 16 et 30 ans. Donc, c'est des personnes qui ont déjà une fragilité au départ et qui ensuite rentrent dans cette maladie psychiatrique. La bipolarité, il faut savoir qu'il y a des phases up et des phases down qui font que la personne elle a des phases maniaques et aussi des phases de dépression. Souvent, alors en tout cas, je parle pour ma mère, elle n'a pas forcément conscience de ses troubles. C'est là que c'est le plus compliqué dans ce type de maladie, puisque comme c'est une maladie psychiatrique qui touche le cerveau, en fait, au quotidien, ça fait un petit peu une double personne. Quand elle va aller bien ou quand elle va aller moins bien, on ne reconnaît pas forcément la personne dans son comportement, dans ses humeurs. Ça touche vraiment l'humeur, en fait. Dans son livre « J'ai choisi la vie », Marie Alvery dit ne pas se reconnaître dans la caricature qui est faite par les médias des personnes bipolaires. Est-ce que tu peux me dire quelle fausse idée on se fait sur les personnes bipolaires ? Je pense que déjà, de manière générale, on se fait un peu une fausse idée des maladies psychiatriques. Les médias jouent beaucoup autour de ça. Elles jouent un rôle parce que ça fait peur. C'était assez méconnu il y a encore quelques années. Enfin, moi, quand ma mère est devenue bipolaire à l'âge de 22 ans, en fait, on ne savait pas ce que c'était. On appelait ça donc maniaco-dépressif, c'est le terme exact. Et donc, je pense que c'est assez péjoratif parce que comme la personne ne se rend plus compte de ce qu'elle est et qu'elle peut un petit peu décrocher de la réalité, on a peur de ses réactions, l'entourage ne reconnaît plus cette personne. Et donc, je pense que c'est difficile. Et puis, on mélange aussi bipolarité, schizophrénie. Tout ça, dans la tête des gens, c'est pas évident. Donc, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a différents types de bipolarité ? Oui, il y a différents types de bipolarité. Alors, je ne suis pas médecin ni psychiatre, mais il y a plusieurs niveaux en fait au niveau de la bipolarité. C'est une maladie qui est très longue à diagnostiquer. Il faut vraiment passer par plusieurs phases, comme je te disais, maniaque et aussi de dépression, pour vraiment connaître. En fait, comme pour toute maladie, chaque personne est bipolaire de manière différente et en fonction aussi de son parcours. Donc voilà, il y a différents stades et en fonction de l'âge aussi, je pense que la bipolarité, elle varie. Comment s'y prendre quand on veut aider ? Bonne question. Comment s'y prendre ? Moi, je me la pose encore. Alors, je pense que mon métier d'éducatrice spécialisée m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup aidé. Le fait d'être dans l'aide aux autres, d'avoir travaillé aussi dans le milieu psychiatrique un petit temps, m'a permis de voir les choses de l'autre côté. Déjà, je pense qu'il y a un vrai travail sur soi à faire. Comprendre aussi que c'est une maladie.
Moi, depuis quand j'étais enfant, je comprenais pas du tout Mhm. que c'est une maladie. Et ça, c'est une vraie étape. De D'accord. se dire, en fait, c'est une maladie et la personne ne fait pas forcément exprès. Mhm. Et en fait, oui, on la reconnaît pas, mais Mhm. parce que il y a ça qui arrive, en fait. Concernant ta mère, est-ce que tu as une idée de ce qui aurait pu déclencher ce trouble Mm. chez elle? Alors, on se pose encore la question. D'accord. Alors, ma mère, je pense qu'elle a toujours eu une fragilité dans sa personnalité. Mhm. Elle a perdu son père à l'âge de 15 ans d'une Ok. crise cardiaque, donc soudainement. Mhm. Je sais que ma grand-mère l'a fait voir en fait à des médecins, enfin Mhm. notamment un ou une psychologue, qui avait repéré cette fragilité déjà à ce D'accord. moment-là. Et je pense qu'après, dans l'entrée dans l'âge adulte, ça s'est vraiment déclaré. Ouais. Il n'y a pas eu de substance illicite, en tout cas de ce que je D'accord. sache, parce qu'on sait que ça, Oui, ça peut jouer. voilà, les Oui. substances et les addictions, ça peut faire entrer d'autant plus vite dans la maladie. Mais voilà, il y a un parcours de vie aussi derrière, Oui. et puis peut-être d'autres choses aussi que je ne sais pas, qui l'ont amené dans la bipolarité. J'ai lu qu'il fallait généralement 8 ou 9 ans pour détecter Oui. le trouble bipolaire. Après combien de temps vous avez pu détecter ce trouble chez ta mère? En fait, ma mère, ça a commencé comme des petites dépressions, hein, donc on s'inquiétait. Enfin, en tout cas, moi, j'étais pas née, hein, elle avait à peu près à la fin de son BTS, donc on va dire peut-être 22 ans. Ça a commencé par des petites dépressions. Donc sa famille s'est pas forcément inquiétée plus que ça. Oui, Et puis on se c'est dit aussi forcément encore c'est peut-être la fac voilà, qui... la ouais. fac, des études. Ouais. Elle se mettait beaucoup la pression. Mhm. Quelqu'un de stressée, de très nerveuse. Et au final, au fil des années, c'est revenu, ces épisodes-là. Elle a rencontré mon père, qui a eu un peu le syndrome du sauveur, qui Oui. s'est dit, voilà, je vais la sortir de ça. Et puis, on connaissait pas cette maladie-là, donc ils ne sont pas penchés là-dessus. Mhm. Et moi, après quelques années de leur relation, je suis née. Et là, en fait, il y a eu des épisodes de plus en plus fréquents Mhm. qui l'ont conduit à être hospitalisée. Et au bout de quelques hospitalisations, là, ils ont pu poser Un diagnostic. un diagnostic. Ouais. D'accord. Et toi, enfant, quand tu savais pas ce que c'était et que, comme beaucoup de personnes, tu étais dans l'incompréhension de ce que c'est le trouble bipolaire, comment tu vivais le trouble de ta mère? Et moi, j'avais l'impression qu'elle faisait exprès. Je me disais, mais pourquoi elle a ce comportement-là avec moi? Elle fait exprès. Enfin, elle veut m'embêter. Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Enfin, pourquoi elle est comme ça avec moi, avec mon père? Parce qu'elle pouvait parfois être Dure. dure, désagréable, Mhm. surtout dans les humeurs très, très changeantes. Et puis, j'avais honte. Mhm. En fait, j'ai eu honte pendant très longtemps parce que je la voyais quand même différente et je me disais, mais le regard des autres. Et moi, j'avais pas conscience que c'était une maladie. Alors après, j'ai eu la chance d'avoir un père avec qui j'ai beaucoup communiqué et qui me disait, voilà, alors il me posait pas ça directement en disant elle est bipolaire, mais il me disait que voilà, il y avait une maladie, que j'allais comprendre en grandissant et qu'elle avait besoin C'était d'être pas soignée. du tout tabou chez vous, quoi. Donc, Non, ouais. bah faut dire que moi, mon père a été malade aussi. J'ai connu vraiment la maladie, j'ai grandi avec ça, 2 maladies complètement différentes. Mais du coup, l'avantage, c'est que tout ça, ça n'a jamais été tabou. Ouais. Après, moi, je posais pas plus que ça de questions. Je pense qu'en fait, je profitais des moments où elle allait bien. Pour le coup, je profitais vraiment de ces moments-là. Et quand elle allait pas bien, je me mettais peut-être en retrait ou ouais. Pour lui laisser un peu son espace ou Pour lui peut-être lui laisser son espace. Et puis, je savais pas forcément comment faire avec elle. Et puis, on rentrait beaucoup dans des conflits. Tu avais quel âge quand tu as pris conscience de la bipolarité de ta mère? Je pense que quand mon père est décédé, quand j'avais 15-16 ans, donc je me suis retrouvée avec ma mère. Et là, j'ai eu un autre rôle. Je suis rentrée dans l'âge à l'adolescence, où on comprend quand même plus de choses. On est moins insouciant Enfin, on est toujours insouciant, mais on comprend davantage de choses. Et là, j'ai pu comprendre un peu plus. Et je pense que c'est vraiment quand je suis rentrée en école d'éducatrice spécialisée que là, j'ai compris en fait qu'il existait vraiment ce genre de maladie. Est-ce qu'il y avait un avant et un après dans la relation avec ta mère? Une fois que j'ai compris, Une fois que tu as compris. alors, il y a une différence entre le fait de comprendre qu'elle est bipolaire et d'accepter que c'est une maladie. Là, c'est deux choses, ça prend du temps. Il y a un cheminement à faire. On passe par plusieurs étapes. T'as la colère, de dire, mais en fait, pourquoi ça arrive à ma mère? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai pas envie qu'elle soit comme ça. Est-ce qu'elle fait pas exprès? Faut qu'elle se soigne. Pourquoi elle se soigne pas? Enfin, moi, j'étais beaucoup là-dedans, parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup de mal à se soigner, parce qu'après, elle n'avait pas conscience de ses troubles. Donc, il y a ça. Et ensuite, je pense que c'est venu quand même assez tard. Vraiment, au fil de mes études, de mes stages aussi, notamment dans le secteur du handicap, où j'étais auprès de personnes déficience intellectuelle. Et là, j'ai un peu plus compris les choses et accepté. Quand tu es née, elle était déjà bipolaire? Oui. D'accord. Donc en fait, j'ai toujours connu ça, T'as moi. toujours connu ta mère bipolaire? En fait, moi, je me dis, mais elle est...
avant, elle était comment? Enfin, tu Ouais, vois, c'est ça, il y a un peu ouais. cette question de dire, mais c'est qui sa vraie personne? C'est quoi, pardon, sa vraie personnalité? Alors après, je me dis que quand elle est stabilisée, parce qu'il y a quand même des moments où elle était un peu stabilisée pendant quelques mois, quand elle est sous traitement, je me dis que c'est quand même sa personnalité. Et je retiens d'elle les phases où elle est stable et où elle est bien. Je me dis que elle est comme ça, Ouais. mais par contre, les phases où c'était plus compliqué, c'était une relation Ouais, assez conflictuelle. très conflictuelle. D'accord. Moi, je suis quelqu'un d'impulsive. Donc, C'est vrai il y a... que face à quelqu'un qui a le Ouais. trouble de bipolarité, Ouais. c'est pas... Et l'entourage prend énormément, Ouais. vraiment. Donc, on n'a pas eu une relation toujours simple. Moi, j'en voulais. Enfin, tu vois, ça me fait penser à ça. Bon, mes parents, à un moment donné, ils ont pensé à se séparer quand j'étais plus jeune. Mon père me disait qu'il allait peut-être partir. Et bon, limite, j'étais contente parce que ça se passait tellement mal entre eux au domicile. La maladie prenait beaucoup de place, beaucoup de disputes, des choses Sachant que c'est les deux qui étaient malades. Les deux étaient malades. Ouais. Donc pour mon père, il arrivait plus trop à prendre sur lui. Ouais. Donc des choses que j'aurais même pas dû, je pense, entendre ou voir. Donc moi, j'étais plutôt soulagée. Mais par contre, je disais à ma mère, je n'irai jamais avec toi. Je partirai avec papa parce que je me sentirais plus à l'aise à vivre avec lui. Tu vois, donc quand même des choses, je pense, qui n'étaient pas faciles à entendre pour elle. Mais j'étais enfant, donc toi, tu as envie d'aller là où tu te sens le mieux et où c'est le plus stable. Tu es fille unique, mais tu as traversé ça avec ton père. Oui. Est-ce que ça t'a rapproché de ton père? Oui, je pense. Déjà, le fait d'être fille unique, peut-être. Le fait que lui, malgré qu'il avait sa maladie, il avait toute sa tête. Donc, il pouvait être présent dans tous les moments et m'épauler. Donc oui, je pense que ça nous a rapprochés. Et puis, ça nous a permis aussi de lever certains tabous, je pense, entre nous. Ouais. Donc oui. Quand tu comprends que ta mère ne va pas bien, dans quoi est-ce que tu te réfugies pour échapper à cette réalité? Alors, depuis toujours, je me suis réfugiée dans la danse. Ouais. Voilà. Quel type de danse? Alors, j'ai commencé par la danse classique, j'ai fait la danse moderne jazz. D'accord. Après, j'ai fait d'autres types de danse. J'ai fini par le cabaret, en amateur. Et je pense que s'exprimer par le corps, de toute façon, le corps, à un moment donné, on le laisse parler. Donc moi, je me réfugiais beaucoup là-dedans. Quand ma mère n'allait pas bien ou que j'entendais des disputes, je me mettais avec mon casque dans ma chambre et je m'isolais et c'était je dansais. Une façon d'extérioriser aussi. Et c'était une façon d'extérioriser, je pense, et auprès de mes amis. J'ai énormément vidé mon sac et puis j'étais un peu quelqu'un d'autre parce que du coup, je sortais de mon quotidien. J'ai pu me réfugier aussi auprès de mon entourage et auprès d'amis fidèles. Ça a eu un impact sur ta scolarité et sur ta vie sociale? Sur ma vie sociale, non. Sur ma scolarité, oui. En fait, quand je suis rentrée au collège, donc en 6e, j'ai fait, je pense, un peu comme une phobie scolaire durant un an, qui était liée, je pense, à tout ce que je vivais, parce que c'était au moment aussi où mes parents me parlaient de séparer. Mon père est tombé malade quand j'étais en CM2, donc tu vois, tout ça, ça faisait peut-être beaucoup. Entre la bipolarité, l'arrivée de la maladie de mon père, le fait que dans le couple c'était compliqué aussi, puis il est entré au collège, on rentre dans l'adolescence, donc c'est pas simple. Donc là j'ai fait une phobie scolaire et ça a été compliqué pour moi et pour mon entourage. Donc dans ma scolarité, oui. Après, j'ai jamais eu de décrochage scolaire. Mes parents ils tenaient beaucoup à la scolarité. J'ai eu quand même une éducation avec la scolarité, ça a toujours été important. Donc non, sinon ça n'a pas eu plus d'impact, mais sur cette période-là quand même. Ta mère souffre, tu le vois. Mais quel sentiment tu perçois chez ton père par rapport à la maladie de ta mère? Alors, il était très seul, mon père, parce que du coup, quand toi-même, t'es malade et que ta femme est malade de bipolarité, en plus, comme on disait avant, il y a cette forme de honte, bipolarité, qu'est-ce que ça renvoie? Ils se sont assez coupés, en fait, d'amis. Donc, ils vivaient beaucoup ensemble et je pense que du coup, pour mon père, il comprenait pas forcément lui non plus. Parce que du coup, ça n'a pas été posé tout de suite, le diagnostic. Donc, la colère aussi, et puis l'impuissance. L'impuissance. Et puis, quelqu'un d'impulsif aussi. Donc, faut savoir que c'est des maladies où les personnes elles vont aller vous chercher, en fait, au plus profond. Surtout quand elles sont mal, elles ont besoin d'attention en fait en permanence, ce qui n'est pas toujours possible. On ne peut pas se donner cette attention-là H24 et puis elles ont cette manière d'aller vous chercher. Donc je pense que ça a été très 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 difficile pour lui, et à la fois d'assumer sa propre maladie et à la fois aussi d'être présent pour sa femme et pour moi aussi. Il a essayé de me mettre à distance et de me protéger en fait de tout ça. Tu as dit tout à l'heure qu'il avait un peu le syndrome du sauveur. Oui. Et l'épisode précédent dans La Causette parlait justement de ça. Est-ce que tu penses que ça a été difficile pour lui, ayant ce syndrome-là, voulant forcément sortir ta mère de ce trou, je me permets, est-ce que ça a aussi impacté un peu
Ça, je sais pas. Parce qu'en fait, je pense qu'ils se sont rencontrés assez jeunes et je pense pas qu'il avait conscience, en fait, qu'elle était dans cette maladie-là. Ouais. Donc, le syndrome du sauveur, en se disant, bon, elle est un petit peu dépressive, elle va pas très bien, mais allez, l'amour va faire qu'on va avoir une belle vie et qu'on va construire ça ensemble. Mais après, il s'attendait pas à ce qu'elle rentre dans une maladie psychiatrique. Enfin, je peux pas parler pour lui, mais je pense que, en tout cas, c'est sûr que ça a eu un impact. Enfin, forcément. Malheureusement, quelques temps après, ton père, il décède, paix à son âme. Forcément, il y a une tristesse, une profonde tristesse. Mais vu la situation de ta mère, est-ce que tu prends le soin de vraiment faire ton deuil ou tu réalises que tu vas devoir prendre les choses en main pour toi déjà et pour ta mère aussi? Alors, j'ai eu la chance que ma mère a tenu le coup pendant une année. Donc du coup, on a un petit peu oublié la maladie. On s'est concentré vraiment sur la perte de mon père. Je pense que le deuil, j'ai réussi à le faire. Vraiment. Alors, le deuil, ça prend du temps. Est-ce que vraiment on fait son deuil un jour ? Pour moi, c'est un peu une véritable question. C'est quoi faire son deuil, en fait ? Parce qu'en fait, on n'oublie jamais. Enfin, heureusement. Après, on passe par des étapes. Mais moi, je pense que j'ai réussi à le faire. Je me suis fait aider. J'ai travaillé sur moi. J'ai eu une vie sociale très importante, ce qui m'a aidée. Et puis... J'étais adolescente et quand on a 15-16 ans et qu'on perd quelqu'un, on a encore cette insouciance, on rentre dans l'âge où voilà, on commence à sortir, à faire des soirées. Donc ça n'a pas vraiment l'impact. Donc du coup, j'ai réussi à m'aérer. Et puis, je pense que ce qui est très important, mais je le vois chez d'autres personnes qui ont perdu un proche, c'est qu'en fait, on le fait toujours vivre. Tu vois, on le fait toujours vivre au quotidien. On parle de lui, il n'y a pas de tabou. Et du coup, ça fait que on vit avec, tout simplement. Donc j'ai réussi, c'est vrai, à faire ce deuil. J'ai eu quand même la place, même si, pour répondre à ta question, c'est plus quand je suis arrivée à la majorité. D'accord. Quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, ah mais là, en fait, je rentre dans l'âge de la vie adulte. Il y en a qui se disent, super, je vais aller en boîte, je vais m'éclater. Et moi, je me suis très vite dit, oui, mais en fait, j'ai un rôle par rapport à ma mère. Ça y est. Là, je prends conscience que je vais être aidante. Alors, je me dis pas je vais être aidante. Hein. Le mot d'aidant, je le connais pas à ce moment-là. Mais je vais devoir m'occuper d'elle. Quelle place je vais avoir ? Est-ce que j'ai des épaules ? Je me suis quand même posé ces questions-là, mais un petit peu plus tard, tu vois, vers 18 ans. Tout à l'heure, tu as évoqué que ta mère a perdu son père très jeune. Oui. Il se peut que c'est, en plus d'autres facteurs, que ça ait joué sur son trouble. Quel effet ça a joué sur le trouble de ta mère de perdre son conjoint ? Je pense que ça a accentué d'entrer dans la maladie et puis forcément ça a eu un impact, hein, c'est sûr. Après, j'aurais du mal à avoir la distance pour le dire, mais en tout cas, pour avoir discuté avec le corps médical qui l'accompagne, eux, forcément, ils ont vu un avant-après. Parce que même s'ils étaient dans une relation qui n'était pas forcément simple, c'était quand même son pilier. Mais elle a quand même réussi à s'y remonter. Je trouve que, tu vois, malgré qu'elle ait cette fragilité-là par rapport à sa maladie, elle a quand même eu cette force. Enfin, moi, je l'ai jamais vu pleurer, je l'ai jamais vu s'effondrer. Elle a continué à assumer. Alors, j'ai pris une place d'adulte très vite, hein, ça c'est sûr. Mais je pense qu'elle aussi, elle a fait son deuil. Ouais. Tu viens de dire le mot pilier. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu étais fille unique. Et donc forcément, ton père, c'était aussi ton pilier. Comment la mort de ton père a affecté ta jeunesse et ta vision de la vie ? Je pense que tout de suite, j'ai eu beaucoup plus les pieds sur terre. Du coup, j'étais plus l'adolescente qui papillonne, qui a des grands rêves. J'ai tout de suite compris la vie. La vie comme on la vit et ce qu'il existe dans la vie. Ça m'a apporté une grande maturité, je pense. Et puis aussi me diriger vers cette voie-là d'éducatrice spécialisée. Alors, ça a impacté du coup. Oui, je pense. De toute façon, moi, c'est ce que je dis quand on arrive dans les métiers du social ou l'accompagnement, l'aide aux autres, on n'est jamais là par hasard. Il y a un parcours de vie derrière et je pense que ça m'a conduit vers ça. Où est-ce que tu trouves la force un peu pour continuer à aller de l'avant ? Qu'est-ce qui forge ton caractère ? Alors au début, quand j'ai perdu mon père, avec du recul, parce que maintenant j'ai un peu plus l'analyse de tout ça, je me suis mis une carapace. J'étais quelqu'un, je pense, décrite un peu comme quelqu'un de froide, qui montrait très peu ses sentiments. Mais en même temps, dans ces moments-là, en fait, si tu veux avancer, tu viens de vivre quelque chose de tellement traumatique que même apporter de l'amour aux autres, c'est compliqué, en fait. Tu as un peu cette carapace de, voilà, maintenant je suis forte, je pleure jamais, je suis hyper dure. Alors, c'est pas vrai, et heureusement. Mais du coup, je me suis mis cette protection-là autour de moi, qui, au fil des années, se retire un peu, même si ça reste dans ma personnalité, bien sûr. Ce qui a forgé mon caractère, en fait, c'est la vie que j'ai eue, mais tu te poses même pas la question. Tu arrives vers cette vie-là, t'as pas le choix, faut que tu ailles de l'avant. C'est soit, en fait, tu t'écroules, soit, en fait, tu te dis, à un moment donné, déjà, il y a pire. C'est toujours, faut quand même relativiser. Hein. Et puis, allez, on y va. On fonce, on y va, et puis on n'a pas le choix. Tu étais entourée, tu avais une vie sociale, tu avais des amis. Oui.
Je reviens souvent sur le fait que tu étais enfant unique parce que c'est toujours, enfin, entre guillemets, plus facile quand on a un frère avec qui partager ça. C'est vrai que les amis, c'est un peu la seconde famille qu'on se crée, mais c'est pas ton frère, c'est pas ta... alors, je vais aller même jusqu'à dire ta cousine. Est-ce qu'en toi, il y avait une forme de solitude ? Non. Alors moi, j'ai jamais ressenti cette solitude que l'enfant unique peut avoir de dire il me manque un frère, il me manque une sœur. Non, mais pas seulement par rapport à le fait de ne pas avoir de frère ou de sœur. De soutien. Est-ce qu'il y avait une solitude dans le fait que tu étais seule à vivre, à traverser toutes ces épreuves-là ? Alors déjà, à l'époque, j'étais en couple. Donc je pense que ça m'a aidé d'avoir quelqu'un auprès de moi. J'ai eu beaucoup d'amis, qu'il y en a que je considère en fait comme mes frères et sœurs. Ouais. Même enfant aussi, du coup ? Même enfant, ouais. Okay. Moi, j'ai rencontré des amis tout au long de ma vie, mais mes meilleurs amis, je les ai depuis que j'ai 3-4 ans. Ils habitaient dans mon quartier pour certains ou pour certaines. Donc j'ai vraiment eu aussi ce soutien-là. Et c'est ça vraiment, je pense, qui m'a vraiment aidée. Je me suis jamais sentie dans cette solitude, vraiment. Puis j'avais quand même ma famille. J'avais ma mère, ma grand-mère, qui a pris un rôle très, très, très important une fois que mon père est parti. En fait, aujourd'hui, j'ai un peu l'impression encore d'avoir des parents. Oui, tu vois, c'est très bizarre, mais en fait, j'ai ma mère, j'ai ma grand-mère. Et du coup, j'ai toujours 2 piliers. Et ça a été ça, je pense, ma force aussi. J'ai lu que les enfants des parents bipolaires sont ce qu'appellent certains professionnels les oubliés de la psychiatrie. Ah bah alors là, je suis contente de te l'entendre dire. Et qu'ils ont tendance à tout cacher, qu'ils s'inventent une vie à eux ou même à leurs parents, des métiers qu'ils n'exercent pas et tout ça. Et, je me reconnais. Ah ouais. Je me reconnais bien. En fait, moi, ma mère, du coup, elle pouvait plus travailler au bout d'un moment, une fois que mon père est parti, donc elle est passée en invalidité. Et en fait, quand t'as 16-17 ans et qu'on te demande surtout à l'école, en fait, ils font quoi tes parents ? Bon, déjà, tu dis que t'as ton père qui est décédé. En plus, c'est ce que tu vois te dire, ma mère, elle travaille pas, elle est invalide. Invalide, ça veut rien dire dans la tête des gens, surtout des autres ados. Donc moi, je disais qu'elle travaillait toujours, qu'elle faisait toujours son métier, ou alors qu'elle ne travaillait pas parce qu'elle avait perdu son emploi. Et puis, ça fait pas longtemps que je le dis qu'elle est en invalidité, parce que je suis au clair avec ça. Et parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, alors j'ai envie de le dire ou j'ai pas envie de le dire, mais je peux dire aussi qu'elle a la retraite ou qu'elle travaille pas. Tu vois, j'arrive à un âge où on se pose moins la question. Après, t'as pas culpabilisé de le faire Non. Non, parce qu'en fait, parfois, t'as pas non plus envie que tout le monde le sache. Oui. Et puis, tu sais pas comment la personne devant toi va prendre la chose, tu vois. Mais oui, mais moi, ma mère, elle a été beaucoup hospitalisée. Donc, j'ai vécu en partie seule, très jeune, au domicile. Donc, j'ai dû gérer une maison vers 15-16 ans. Moi, je vivais déjà... pas tout le temps, mais par moments toute seule, et chez ma grand-mère qui m'a accueillie. Ouais. Donc c'est pareil, moi tout ça, je le racontais pas. Ouais. Et puis tu sais, je me disais toujours, mais si en fait les gens, ils savent qu'à 16-17 ans, je suis toute seule, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va se poser des questions et qui va se dire, alors là je fais le lien parce que maintenant je suis éduque, de se dire, mince, faut peut-être protéger cet enfant. Donc en fait, tu te dis, oula, je vais pas trop parler. Et puis j'ai toujours laissé mes problèmes à la maison, à part avec mon entourage très proche, bien sûr. Tu penses que tu as profité pleinement de ta jeunesse ? C'est une très bonne question. Alors, j'ai profité de ma jeunesse parce que j'ai vécu mon adolescence, à proprement dit. Après, j'ai jamais, encore à l'heure d'aujourd'hui, ça va mieux, mais vécu pour moi, à temps plein. T'as toujours en toi, j'ai développé un peu ce sens de l'observation et de se dire, aujourd'hui ça va, mais ça se trouve demain, ma vie elle va basculer parce que le proche que j'aide, ça va décompenser et que là, du coup, ma vie elle va changer parce que j'aurai plus que cette place de jeune. Ouais. Donc voilà, j'ai peut-être pas assez vécu pour moi, en tout cas de manière égoïste. Okay. Comme quand on est adolescent, on pense qu'à soi, etc. Ouais. Peut-être pas assez, mais dans l'ensemble, j'ai bien profité. Je regrette pas. Mais une partie de ta jeunesse, en tout cas, était focalisée sur le fait d'aider ta mère. J'avais des problèmes d'adulte. Comment évolue l'état de ta mère au fil des années ? Alors, comment ça évolue ? La maladie, elle a pris de l'ampleur. À la fois, elle a été stabilisée pendant 4 ans. D'accord. Donc, on pensait que cette maladie-là, c'était un peu derrière nous, ce qui m'a permis de faire un travail sur moi et de prendre un peu de recul par rapport à la maladie, à mon rôle de jeune aidante. Mais en même temps, lorsqu'elle décompense, la maladie, c'est quand même, je ne sais pas si on peut dire aggravée, mais il y a une perte quand même d'autonomie dans les phases de décompensation. Et même maintenant, dans ces phases de stabilité, il y a quand même une perte d'autonomie parce qu'il y a quand même un traitement qu'elle prend. Des traitements qu'elle prend depuis qu'elle a à peu près 22-25 ans. Donc les traitements, en effet, ça a un effet sur la personne et sur sa manière d'être, même quand elle est stabilisée. Il y a un côté où les médicaments, ça te rend un peu apathique et ça te met à distance de beaucoup de choses. Donc vraiment, cette maladie, tu la découvres vraiment au fil des années. Et je pense que la personne la découvre aussi au fil des années. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne plus reconnaître ta mère ? Ah oui, complètement. Complètement parce que, en fait, c'est comme si tu avais un peu 2 personnes en face de toi.
Tu vois, quand elle est bien, à la fois, c'est la personne que tu connais, mais en fait, quand elle décompense, tu la reconnais plus. C'est-à-dire que le ton de voix est différent. C'est-à-dire qu'elle va pas s'habiller non plus de la même manière, elle va plus forcément s'alimenter, donc elle va perdre du poids très vite, elle va plus prendre soin d'elle, même au niveau de l'hygiène. Donc en fait, tu reconnais plus la personne, et puis elle a un autre comportement. Et là, toi, tu prends. Là, c'est là où j'ai pris le rôle. Les rôles se sont inversés. Et ça, c'est des phases qui durent à peu près combien de temps? La dernière phase, ça a duré 6 mois, avec une hospitalisation de 2 mois et demi, 3 mois, je dirais. Alors, je sais pas s'il y a une échelle, mais est-ce qu'elle est plutôt c'est moyen, c'est plutôt bas ou c'est très. Ils disent que c'est une bipolarité atypique. D'accord. Elle est dans une psychose, en fait, assez atypique de bipolarité. Même les médecins psychiatres se posent encore des questions. Alors, bien sûr, hein, dans ce genre de maladie, ça évolue, mais donc te dire vraiment, je pourrais pas. Ouais, tu pourras pas. Ouais. J'ai découvert cette notion de deuil blanc. Est-ce que toi, du coup, tu as dû faire ce deuil aussi? Ouais. Mais, par exemple, c'est un petit exemple, tu vois, moi, ma mère, quand tout va bien, elle m'appelle énormément, elle a besoin de me solliciter beaucoup, elle peut m'appeler 15 fois par jour. Et par exemple, quand elle décompense, elle m'appelle plus du tout. Donc c'est-à-dire que le dimanche, tu vas la voir 4 fois au téléphone, le lundi, elle t'appelle pas, donc déjà tu te dis, c'est très bizarre parce qu'elle m'appelle tous les jours, au moins 4-5 fois. Le mardi, elle te rappelle pas non plus, et là, tu te dis, il y a quelque chose. Et c'est ces signes-là, en fait. Et moi, j'ai développé vraiment un peu comme le patient expert. C'est-à-dire que je connais tellement cette maladie, en tout cas la sienne, parce qu'après, c'est propre à chacun et à chacune, que du coup, en fait, c'est les petits signaux. C'est pour ça que je te dis que j'ai ce sens de l'observation qui m'a aidé aussi dans ma profession. C'est que tu la reconnais plus. Et là, en fait, tu vois, là, dernièrement, quand elle a décompensé, il a fallu que je fasse le deuil, comme tu dis, de cette personne qui m'appelait, qui prenait de mes nouvelles, qui pouvait être hyper généreuse avec moi, enfin une mère bienveillante, à quelqu'un qui ne prend plus mes nouvelles, qui va être auto-centrée puisqu'elle est dans ses angoisses et dans ses inquiétudes. Je vais même pas lui raconter mon quotidien ou ce que je fais parce que elle l'entend pas et elle me demande plus si ça va. Et ça, quand c'est ta mère, surtout des fois quand t'as des moments dans ta vie où il se passe des choses, en bien ou en mal, et t'as besoin d'avoir ce soutien. Et quand elle est dans cette période-là, j'ai plus ce soutien. Et ça, c'est un travail que je fais encore à l'heure d'aujourd'hui pour me dire, en fait, à un moment donné, même si je compte sur elle, c'est ma mère, elle aura toujours cette place-là. Il faut que je pense aussi à moi et que j'attende pas trop d'elle. D'accord. Le seul, le vrai, l'unique voyage, c'est de changer de regard. J'aime beaucoup les citations. Quel regard différent tu as dû avoir pour mieux appréhender cette situation? Et j'ai dû me dire que j'allais vivre avec ça toute ma vie. Et vraiment, là, j'ai compris en grandissant, il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a peut-être 4-5 ans, que le mot aidant existait. Et là, je me suis reconnue, en fait. Je me suis dit, mais en fait, moi, je suis aidante. Et avec mon conjoint aussi, avec mon futur mari, il y a aussi se dire, mais comment on va construire notre couple autour de ça, parce qu'on reste un couple avant tout. Donc, à la fois, toi, te dire, voilà, je vais vivre avec ça, et du coup, il faut que je l'entende, et il faut que je l'accepte, parce que t'as pas forcément envie. Et à la fois, comment je vais construire ma vie avec celle de mes proches, donc notamment de mon conjoint, se dire comment on va pouvoir accompagner cette personne au quotidien sans, en fait, que tu sais, ça a un impact trop fort dans ta propre vie. Parce qu'en fait, j'ai quand même ma vie à vivre. Bon, ça, c'est pas toujours simple, hein. Je te dis ça là aujourd'hui, mais il y a dans des moments où je me dis, mais j'y arrive plus, c'est plus possible. Mais en fait, t'as pas le choix. Donc. Quand est-ce que tu décides de réellement devenir proche aidant? En fait, je le décide pas. Je le décide pas dans le sens où en fait, ça tombe dessus, c'est ta vie, c'est le rôle que tu dois avoir. Et enfin, j'ai envie de comparer ça un peu. Alors, c'est très bizarre comme comparaison, mais le jour où tu as un enfant, à quel moment tu décides d'être mère? En fait, quand on te le met sur toi le premier jour, en fait, même si sûrement tu te sens pas mère encore, parce que tu découvres ce rôle, en fait, t'as pas le choix. Donc, t'apprends au fur et à mesure. Mais moi, c'est un peu la même chose. J'apprends à être aidante, j'apprends à bien faire, je me remets en question, et j'ai pas eu le choix, en fait. Si j'ai posé la question, c'est parce que tu viens de donner l'exemple de quand tu deviens parent. Oui. Il y en a qui donnent la vie, mais qui sont pas forcément pères. Bien sûr. Oui, non mais bien sûr. Il y a des mères, mais qui ne sont pas des mamans, des pères qui ne sont pas des papas. Oui, et qui n'arrivent pas à prendre ce rôle-là, et qui n'arrivent pas, bien sûr. Ouais. On n'est pas tous faits pour la parentalité, il faut le dire. C'est pour ça, quand tu dis que tu n'avais pas vraiment le choix, j'ai envie de te dire... Je l'avais quand même. Oui. Ouais. Mais en même temps, moi, je me dis, je suis fille unique. Donc déjà, j'ai pas pu me poser la question s'il y avait quelqu'un d'autre autour de moi. Ma grand-mère a pris ce rôle aussi avec moi, donc j'étais pas seule. Et je suis pas seule. Après... moi, je me vois pas abandonner quelqu'un qui t'a mis au monde, en fait. En plus, je suis éducatrice spécialisée, donc
Si j'accompagne l'autre et que je suis pas capable d'accompagner quelqu'un de ma famille, il y aurait peut-être une forme de culpabilité aussi. Oui. Ouais. Même si des fois c'est très lourd et que j'ai plus envie d'être dans ce rôle-là. Mais en fait, c'est ma vie et je l'accepte comme elle est. Et en fait, est-ce que vraiment j'aimerais qu'elle soit différente ? Parce que tu vois, je me dis, si elle était différente, si j'étais pas aidante, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. J'aurais peut-être pas le métier que j'ai aujourd'hui. J'aurais pas cette vision de la vie et la réflexion que je porte sur la vie. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc en fait, pourquoi regretter ? Tu vois, ça me porte aussi, quelque part. Même s'il y a quand même une certaine souffrance à un moment donné. Mais ça me porte dans le sens où en fait, j'apprends aussi avec tout ça. Est-ce que tu peux nous plonger dans le cheminement que ça a été de changer ta façon de percevoir cette forme d'agressivité, de détresse de ta mère comme une faiblesse et donc de pouvoir l'aider ? En fait, je pense que j'en ai pris conscience petit à petit. Encore une fois, je te dis, le fait d'avoir fait un travail sur moi-même, de m'être fait accompagner par une professionnelle, enfin une psychologue en question, ça te permet de mieux comprendre. Et puis, à un moment donné, en fait, tu rencontres aussi des professionnels, médecins psychiatres, tu la vois être hospitalisée. Donc déjà, là, tu te dis, non, en fait, il y a vraiment une maladie. Ouais. Et c'est ça qui te permet de dissocier un peu ta mère et la maladie de ta mère. Oui, en fait, je pense que c'est important et ça prend du temps, vraiment. Et c'est ce que j'aimerais dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. C'est que c'est pas parce qu'au début, on nous dit cette personne, elle est malade, qu'elle est que malade. En fait, t'as une personne derrière, tu vois. Ouais. Et même si dans ces moments-là, je la reconnais pas et que je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me fait ? En fait, moi, je mets beaucoup d'humour derrière tout ça. C'est-à-dire que quand elle peut être agressive, ou avoir des comportements, et des fois, tu te dis, mais clairement, pour parler clair, tu te dis, elle est un peu chelou, quoi. Tu vois, clairement. Mais en fait, moi, j'en rigole. T'es obligé de rigoler parce que sinon, en fait, soit tu te prends trop la tête, soit tu te mets en colère, soit tu as envie de partir. Proche aidant, c'est un métier ou c'est... Alors, ça peut être un métier maintenant. D'accord. Ça peut être un métier. En tout cas, on peut avoir des aides maintenant pour être reconnu aidant familial. Maintenant, quand on est jeune aidant et qu'on a moins de 18 ans, non, c'est pas un métier. D'accord. Mais comment est-ce que quand c'est un métier, comment est-ce que tu définis par rapport à ton expérience, bien sûr, comment est-ce que tu définis ce métier de proche aidant ? Pour moi, ce métier de proche aidant, c'est comme d'autres métiers où tu es dans l'aide à la personne. En fait, pour moi, c'est du quotidien. C'est du quotidien à temps plein. Ça peut être de l'aide quotidienne sur des tâches ménagères, ça peut être des aides sur des tâches administratives. Ça peut être aussi du soutien moral. Et puis, parfois, on fait à la place de l'autre aussi. Ça peut être au niveau de l'hygiène, ça peut être au niveau, l'assister dans certains actes de la vie quotidienne. Donc, en fait, il y a ce rôle d'accompagner l'autre. Est-ce qu'il y a des moments où ça crée du bonheur ? Bien. Alors, quand elle est quand elle est en décompensation, qu'elle est mal ? Ou de manière générale ? De manière générale. Ah bien sûr qu'il y a du bonheur. Bien sûr. On vit plein de moments. Et en fait, je pense que quand il y a des bons moments, tu les vis encore mieux. Parce que comme tu viens de passer par des choses difficiles avec cette personne-là et que tu as été que dans des problèmes, en fait, quand il y a des petits moments de bonheur, mais tu les apprécies encore plus. Mais même avec mon conjoint, en fait. Je pense que lui, ça l'a fait beaucoup relativiser par rapport à la vie. Lui, il s'est engagé en plus dans la cause... du coup des aidants et du coup ça nous fait relativiser en se disant non mais là il y a quelques mois on vient de passer par là, donc en fait là c'est pas grave, on a eu ça aujourd'hui, mais tranquille. Tu viens de parler de ton conjoint, comment est-ce que ça a impacté ton couple ? Alors moi déjà faut savoir que j'ai été au clair dès le début quand on s'est rencontrés. Déjà, je pense que dans toute relation, quand on commence, on se raconte un petit peu notre passé, notre enfance, etc. Donc moi, je lui ai tout de suite dit que j'avais une mère qui était atteinte de bipolarité, déjà pour voir sa réaction. Tu sais, pour te dire, oula, est-ce qu'il va s'effrayer, est-ce qu'il va partir en courant ? Et puis parce que il me prend moi avec mon histoire, et moi, je l'ai pris avec son histoire aussi. Et du coup, je voulais voir par rapport à tout ça. Alors lui, c'était totalement une découverte, pour être très franche. Ma mère était stabilisée quand on s'est rencontrés. D'accord. Donc elle a été stabilisée pendant 3 ans. Pendant qu'on était ensemble. Donc en fait, lui, il vivait cette maladie-là de loin. Il me disait, mais moi, je la trouve... normale. Oui, tout va bien, entre guillemets. Oui. Donc je pense que la vie que j'avais eue avant, c'était difficile pour lui aussi de comprendre par quoi j'étais passée, parce que je lui racontais, mais en fait, il le vivait pas. C'est ça. Et d'un côté, c'était pas mal, du coup, parce qu'il y avait cette distance où en fait, il me voyait pas comme l'aidante, il me voyait pas comme celle qui a perdu forcément son père, etc. Même s'il le savait et il m'a énormément soutenue aussi. Et du coup, ma mère, après, a décompensé.
Et là, du coup, ça a été différent déjà dans notre couple parce que forcément, dans ton quotidien, ça a un impact. Et là, il a pris conscience de la psychiatrie de manière générale, de ce genre de maladie, du fait qu'on ne reconnaît pas cette personne. Parce que moi, c'est ma mère, donc je suis habituée à la voir mal. Mais t'imagines, pour quelqu'un qui la voit bien tout le temps et du jour au lendemain, elle peut être agressive, elle a plus envie de te voir, elle va pas bien, elle perd 15 kilos au bout de quelques mois. Enfin, tu vois, c'est un choc aussi. Ouais. Et au final, lui aussi, je pense que ça a été un travail. C'est un travail pour moi, mais pour mes proches, même des proches à elle qui la côtoient. Qu'est-ce que ça t'a appris ? Déjà qu'il faut arrêter un peu peut-être les préjugés sur les maladies. Qu'une maladie, c'est pas une fatalité en soi. Comme je te disais, qu'il y a vraiment une personne derrière tout ça. Et moi, c'est un peu ça le regret que j'ai par rapport à la psychiatrie. C'est que quand on voit quelqu'un qui a un cancer, par exemple, la personne, tu la vois quand même dans ce qu'elle est. Tu vois pas forcément la maladie. Alors que dans la bipolarité, tu as l'impression que tu vois que ça. Et je pense que même, alors je parle pour ma mère, mais même pour elle, ça doit pas être facile. Parce qu'en fait, elle est pas que malade, tu vois. Donc ça m'a appris ça aussi. La différence, puis d'avoir travaillé dans le monde du handicap, tu vois, j'ai plus peur de la différence de l'autre. Est-ce que vraiment c'est une différence ? Et puis, pas mal de réflexions, je pense, à me dire, mais en fait, moi, pendant longtemps, je me suis dit, mais j'ai pas une vie normale. Puis après, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la normalité ? Enfin, tu sais, personne n'a une vie normale. Comment tu envisages la maternité quand tu as connu ce rapport avec ta mère ? C'est compliqué. Alors, déjà, je pense que pour le moment, je suis pas mère encore, donc je me pose pas forcément la question. J'ai d'autres projets qui arrivent avant. Mais c'est quelque chose que je repousse un petit peu aussi, volontairement, parce qu'avec mon conjoint, on est d'accord là-dessus, et qu'on a d'autres projets, comme je te dis, mais ça va arriver un jour. Et c'est pas simple, en fait, parce que tu te dis, j'ai déjà l'impression d'être mère. J'ai déjà l'impression d'être mère parce que j'ai déjà des responsabilités, je gère déjà quelqu'un d'autre, je prends soin de quelqu'un d'autre, je suis à son écoute, et j'arrête ma vie pour l'autre. Enfin, tu vois, je suis prêt à tout pour l'autre. Donc, en fait, tu te dis, mais quand va y avoir un enfant, quelle place je vais lui donner ? Et j'ai envie aussi de lui donner sa place d'enfant et pas lui aussi d'aidant. Donc, comment je vais composer cette vie-là ? Alors, on commence déjà à se faire aider par des professionnels qui nous permettent d'accompagner ma mère. Et voilà, donc ça se construit. Et puis après, ça se fait. Enfin, j'ai envie de te dire, on a tous une vie différente. J'arrive à travailler, j'arrive à sortir, j'ai une vie sociale. Enfin, demain, j'ai un enfant. De toute façon, j'aurai pas le choix, je vais gérer, j'ai envie de te dire. Mais et puis, j'ai un conjoint aussi, tu vois. T'es pas tout seul. Donc ça se fera. En fait, je pense que ça se fera comme ça se fera. Et je me dis que ça sera peut-être une... Alors, j'espère que mon enfant le comprendra plus tard, mais une force aussi peut-être pour cet enfant, de se dire, en fait, il aura peut-être un autre regard aussi, tu vois, sur la maladie. Il comprendra peut-être certaines choses plus vite que d'autres, que moi, j'ai compris aussi étant jeune. Alors, il ne vivra pas, j'espère, cette situation-là d'aussi près. Mais, en fait, faut lui expliquer aussi, je pense. Après, comment je vais l'être vraiment, je sais pas. Ça, c'est difficile de répondre à la question. Mais tu culpabilises pas de devoir, entre guillemets, mettre entre parenthèses ton envie de maternité ? Non. Parce qu'en fait, pour le moment, je l'ai pas, cette envie de maternité. Tu vois, donc je me dis, en fait, quand je l'aurai vraiment et je serai à 100% dedans. Et je sais que je ne mettrai pas de côté mon enfant par rapport à ça. Alors, il y a des fois où je serai obligée parce que la maladie fait que j'ai besoin d'être présente pour ma mère, d'aller à l'hôpital. Je ne vais pas amener un nouveau-né ou un bébé. Tu vois, à la clinique, quand ma mère est hospitalisée, j'y vais quand même tous les week-ends où elle a des permissions, par exemple. Donc, comment ça va se passer ? Ça, on se pose la question, tu vois, avec mon conjoint. C'est pour ça qu'on essaie de mettre des choses en place. Après, quand ça viendra, en fait. Tu vois ? En fait, je me dis, si je me projette trop, de toute façon, ça se passera pas comme ça. Donc, la maladie va évoluer. Tu as toujours l'espoir que ça va se stabiliser, on va pas se mentir. Et te dire, à ce moment-là, j'aurai aussi peut-être plus de place dans ma vie. Mais j'arrive quand même, tu vois, j'arrive à faire des choses dans ma vie. Tu vois, je suis bénévole dans une association, j'ai une vie sociale, j'ai mon travail, j'ai des passions, j'ai des choses, tu vois. Je vis pas que pour ça. Alors, à certains moments, c'est plus compliqué de tout mêler. Il faut que j'arrive à tout assumer. Et du coup, tu te mets une pression, ça c'est vrai. Tout assumer et être là partout. La question suivante, c'est autant pour la fille, la femme que tu es, mais aussi pour la proche aidante. Oui. Comment tu crées du bonheur chez quelqu'un qui souffre de ce trouble bipolaire ? L'humour. Tu passes par l'humour. Tu lui racontes toi tes petits exploits du quotidien, ce qui se passe dans ta vie. Tu lui ramènes en fait au fait que oui, elle a sa maladie, elle est mal,
il y a des angoisses derrière, mais en fait, la vie continue. Donc, tu la ramènes face à tout ça, tu lui montres des photos de famille. Moi, je lui montre, en ce moment, autour de moi, il y a pas mal de personnes qui ont des enfants, donc je lui montre aussi ces enfants qui arrivent. En fait, tu essayes de la ramener un peu dans la réalité. Moi, en fait, c'est ce que je fais. Ouais. Je la ramène dans cette réalité-là. Et puis bah, des fois, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots parce que malgré que tu amènes ça, bah, en fait, ça reste, pour elle, c'est compliqué d'en sortir puisqu'elle va mal. Et là, bah, tu te remets en question, tu te questionnes, des fois tu prends du recul et puis des fois tu réponds même plus. Des fois pendant un jour je réponds pas au téléphone parce qu'en fait là je peux pas. Faut que je prenne un moment pour moi et après je reviendrai mieux armée et j'arriverai, tu vois, à lui répondre. Alors c'est pas simple, hein. Je te dis là ça comme ça, mais il y a des fois c'est très compliqué. Hein. Justement, j'allais te demander si ça t'arrive de dire non ou de prétendre que tu es occupé. Oh bah tout le temps. Je crois que là-dedans, ça y est, et puis j'ai plus de culpabilité. Et j'ai fait ce travail-là aussi, tu vois, sur moi, quand je me suis fait aider, parce qu'en fait, donc, comme je te dis, elle peut me solliciter beaucoup. Et en fait, bah, tu peux pas tout le temps répondre. Voilà, c'est pas possible. Et en fait, maintenant, des fois, je m'accorde des moments off. Mais des fois, je réponds pas, en fait. Parce que j'ai un moment pour moi, parce que je suis à l'extérieur, parce que je suis dans mon couple, etc. Et je me dis, bah, je la rappellerai plus tard, en fait. Ouais, ça t'a pris du temps pour y arriver? Je me souviens plus, en fait, que j'ai toujours l'impression d'avoir fait ça, en fait. Tu vois, mon entourage, quand ils voient que sur mon téléphone, ma mère m'appelle et je réponds pas, personne ne s'inquiète, en fait. Parce qu'on sait que c'est pour se rassurer, tu vois. Et je la rappellerai dans 1 heure. Mais par contre, oui, je vais beaucoup la voir. Enfin, voilà, je suis proche d'elle. Et c'est pas horrible de dire que des fois, alors après, j'envoie un texto en disant, il n'y a rien de grave, je te rappelle dans 1 heure. Voilà, quand même. Pour la rassurer. Pour la rassurer, puis moi, savoir s'il n'y a rien de grave. Mais il y a des fois, il faut aussi lui montrer que bah, j'ai aussi du temps un peu pour moi. Tu vois, c'est important. Quel accomplissement positif de ta vie sont le fruit de ce que tu as traversé avec tes parents? D'être bénévole, tu vois, par exemple, à la Croix-Rouge auprès de sans domicile fixe, d'aller auprès de ces publics-là, qu'on appelle aussi différents, entre guillemets, tu vois, qu'on leur met aussi une étiquette. Je pense que je n'y serais pas allée, peut-être. Enfin, je sais pas. Voyager aussi. Tu vois, s'évader, aller voir d'autres cultures, ne pas avoir peur de l'inconnu. Avoir l'esprit ouvert, tu vois, tout ça, ça m'a apporté, je pense, grâce à cette vie que j'ai eue. Et puis aussi par rapport à mon métier, par rapport aux valeurs, aux principes, et puis à la force de caractère, à la force que j'ai aujourd'hui et les épaules que j'ai, je pense. Est-ce qu'elle arrive encore à te montrer son amour? Alors, on est assez pudique dans la famille. D'accord. Donc, au-delà de tout ça, même de la maladie, on se montre pas énormément de choses, mais bien sûr, par des petits moments du quotidien, parce que elle va prendre soin de moi, parce que elle se montre généreuse, parce que, tu vois. Donc, oui, bien sûr. Au début, tu as dit, tu as connu ta mère avec ce trouble. Quand elle est dans une phase assez stable, tu vois la vraie elle. Oui. Est-ce qu'il y a de la colère, de la tristesse, de la joie ou un sentiment d'injustice parce que tu te dis bah, j'aurais aimé avoir ça plus souvent, mais je peux pas? D'injustice, oui, tu l'as parfois, mais pas forcément quand elle va mieux parce qu'en fait, tu profites de l'instant présent. Tu es dans l'instant présent, tu es dans le bonheur de la retrouver en tant que personne. Et après, tu as toujours au fond de toi, tu te dis toujours est-ce que ça va durer? C'est pour ça qu'il faudrait réussir à rester dans l'instant présent, c'est pas simple. Donc voilà, plutôt ces sentiments-là. Comment est-ce que tu dissocies ton rôle de fille à ton rôle de proche aidant? Je suis là à la fois les deux. Mon rôle de fille et de proche aidant. En fait, ça dépend dans quelle phase de la maladie elle est. D'accord. Tu vois, parce que quand elle décompense et qu'elle va mal, j'ai plus mon rôle de proche aidant que mon rôle de fille. D'accord. Je vais être très honnête. Après, dans les moments où elle est stabilisée, j'essaie de reprendre ce rôle de fille. Alors, je suis toujours aidante, toujours. Mais il y a quand même cette relation où c'est ta mère, tu la respectes, je prends ses conseils. Quand j'ai un souci, je l'appelle. Donc, tu vois, il y a quand même encore ce rapport-là. Après, c'est pas toujours simple. De savoir quelle place t'es encore, tu vois. Et il t'est déjà arrivé d'être la fille alors que tu devrais être la proche aidante et vice-versa? Il m'est surtout arrivé d'être la proche aidante alors que je devais être la fille. Bien sûr, d'être plutôt l'adulte dans ces moments-là et de prendre un peu la place de la mère. Tu t'es déjà sentie impuissante? Ah oui. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, je pense que, et ce sera tout au long de ce parcours,
Donc je me sentirais souvent impuissante par rapport à la maladie, par rapport à l'évolution, par rapport aussi à la psychiatrie de manière générale. Ok. Où en fait, tu te dis, mais comment il me situe, comment il me voit, comment je suis aidée, qu'est-ce que je peux faire de plus? Tu te poses beaucoup de questions. Enfin, il y a aussi des angoisses derrière tout ça. Qu'est-ce que ça te renvoie à toi, tu vois, en tant que personne? Donc, ouais, je me sens impuissante. Pas tout le temps. Ouais. C'est pas quotidien, heureusement, tu vois. Ouais. J'arrive à mettre quand même de la distance, mais il y a des moments où ça prend le dessus et où, en fait, j'ai la chance, je pense, de ne pas avoir de tabou par rapport à ça et d'en parler assez facilement à mes proches. Ouais. J'ai des amis, pour certains ou certaines, qui vivent aussi des choses pas toujours simples. Et d'ailleurs, c'est des rencontres qui sont faites pas par hasard. Et du coup, en fait, c'est aussi par le regard de l'autre, en fait, que tu arrives à avoir certaines réponses. Est-ce que tu ressens une forme de culpabilité de sa part envers toi parce qu'elle aurait voulu en faire plus pour toi? Non, je crois pas. Non. Non, parce que pour elle, en fait, déjà, elle n'a pas conscience forcément de quand elle va pas bien, de ses troubles. Alors, elle sait qu'elle me fait vivre des choses difficiles, bien sûr. Mais conscience de tout, je ne sais pas. Après, elle a quand même sa place de mère, tu vois, de l'éducation qu'elle m'a apportée. Donc, je pense pas je sais pas s'il y a une culpabilité. Nous ne voyageons pas pour échapper à la vie, mais pour que la vie ne nous échappe pas. Comment tu fais avec tout ça pour ne pas perdre le nord et ne pas que ta vie t'échappe? C'est un exercice, hein. Enfin, je suis faite comme ça aussi. En fait, j'ai toujours eu ça dans ma vie, tu vois. Je devais être partout à la fois et en même temps, quand je suis quelque part, j'essaye d'être bien et d'apporter de la joie. Ça, c'est hyper important, tu vois. Si je vais pas bien vraiment dans mon intimité. Mais quand je suis à l'extérieur, que je suis au travail, que je suis invitée, que je suis en soirée, etc., je vais pas montrer, en fait, cette phase-là. Parce qu'en fait, sinon, tu vis plus et qu'à un moment donné, il faut penser à toi et il faut profiter, tu vois. Donc, j'essaye de mettre un peu de distance. D'accord. Et sinon, en fait, tu prends du temps, tu craques un bon coup et puis une heure après, faut repartir, en fait. J'ai découvert la notion de proche aidant quand tu es rentré en contact. Oui. Et c'est là que j'ai réalisé que dans mon entourage, il y a des gens qui sont proches aidants sans le savoir. Il y en a tellement en France qu'en fait, c'est pour ça aussi que je voulais faire ce podcast. C'est de dire que en fait, je suis pas isolée et que bien plus que l'on pense, en fait. Est-ce qu'il y a une démarche administrative pour se déclarer proche aidant? Alors, tu peux faire cette démarche, par exemple, quand la personne elle est reconnue en situation de handicap, donc par la maison départementale des personnes handicapées. Quand en fait, ils font le dossier pour cette reconnaissance d'handicap, tu peux, en effet, moi, j'ai rempli un volet sur le proche aidant. D'accord. Pour te faire reconnaître et marquer, en fait, les besoins que tu as. Après, la loi, les lois, elles ont avancé. L'État a avancé. Le ministère de la Santé a avancé vis-à-vis de cette question. Il existe un congé de proche aidant que tu peux prendre en tant que salarié. Après, pour les jeunes aidants, c'est encore assez récent tout ça. Dans des pays, il existe en effet des aménagements. Au Canada, je pense. Au Canada, etc. En France, il y a encore à avancer sur la question. Maintenant, le terme de jeune aidant existe déjà. C'est déjà donc c'est déjà une avancée. Ouais. Et il existe aussi des associations et d'autres numéros, que ce soit pour les aidants ou pour les jeunes aidants, qui existent. On va revenir un peu sur ton quotidien de proche aidant, sur le trouble de ta mère. Est-ce que tu penses que la bipolarité a empêché certains moments de partage mère-fille? Ah oui, totalement. Parce que la maladie, parfois, elle prend le dessus. Elle prend le dessus et du coup, tu n'as plus cette relation, comme on disait, mère-fille. Et du coup, tu te retrouves dans une autre relation où en fait, tu es obligé de gérer la crise. Et c'est une fois que ça se stabilise qu'on va reparler des moments. Tu vois, par exemple... en se disant mais si ça on en avait parlé mais bon t'allais peut-être pas très bien donc viens on en reparle tu vois, et elle va me reposer des questions tu vois, parce qu'en fait je pense qu'elle était pas vraiment en phase avec elle-même et du coup elle a pas forcément suivi ce qui se passait. Des fois j'ai l'impression on rattrape un peu le temps, tu sais, c'est comme si quelqu'un, alors c'est très bizarre comme comparaison, mais c'est comme si elle était un peu plongée dans le coma, tu vois, et que du coup t'as plus trop eu affaire à cette personne et elle revient. Et t'as envie de tout lui raconter, tu vois. En fait, il s'est passé ça, mais ça, j'avais pas pu te le dire. Et puis là, faut qu'on parle de ça. Tu veux rattraper le temps, en fait. Et il y a chez toi une peur de la transmission de la maladie? Ah bah oui. Alors maintenant, je pense que je suis au clair avec ça. Moi, quand je suis rentrée dans l'âge de la vie adulte, autour des 20 ans, notamment aussi quand j'ai travaillé en psychiatrie, ça te renvoie énormément de choses. Je pense que là, j'avais atteint mes limites, clairement, en tant que professionnelle. Et j'ai eu peur que cette maladie, elle se transmette et que je l'ai. Donc, j'ai posé la question à des médecins. Je me suis renseignée. Et puis, c'est un âge aussi où tu as tes propres angoisses, tu crées ta personnalité, tu vois. Ça fait peur. Hein.
À l'heure d'aujourd'hui, je sais ce que c'est qu'une névrose, qu'une psychose. Oui. Tu vois, je me suis un peu plus renseignée sur tout ce schéma-là. Donc, comme on dit, à partir du moment où tu te rends compte de tes angoisses et que tu arrives à te questionner là-dessus, déjà, c'est un bon point, tu vois. Ouais. Je pense que j'avais besoin de passer par là, mais bien sûr que j'ai eu cette inquiétude, ça c'est une certitude. Et tu arrives à faire la différence entre une simple colère chez elle et une vraie Oui. crise de bipolarité. Oui, oui. C'est facile. Enfin, maintenant, j'imagine Oui. que tu arrives Oh, à mais le c'est percevoir. facile, même si toi tu la côtoies un petit peu. Enfin, en fait, c'est vraiment un peu deux personnes. Donc, à partir du moment où tu vois qu'il y a complètement un changement de comportement, enfin, tu te dis là, Ouais, tu vois, c'est pas même sa normal. manière de parler, sa Ouais. manière d'avoir ses habitudes. Donc oui, maintenant, moi, j'ai, comme je te disais un petit peu tout à l'heure, le patient expert, c'est Ouais. ce qu'on appelle souvent, moi, on me l'a un peu dit, de se dire, bah maintenant, en fait, je connais tellement les troubles, enfin, ces troubles à elle, Oui. que du coup, j'arrive à les détecter très rapidement. Et le switch chez toi mentalement, il se fait automatiquement. Automatiquement. Est-ce qu'au début, Ça, c'est compliqué, hein, parce que tu te retrouves dans une situation où tu te dis, là, ça y est, c'est parti. Là, on entre dans une autre phase, ma vie Ouais. va changer, et là, va falloir que je sois armée et que j'aille. Et tu n'es pas prête. et tu te permets des moments de faiblesse? Oui. Ah oui, oui. Bien sûr que je me permets des moments de faiblesse. Et j'en aurai encore des moments de faiblesse, parce que tu peux pas être tout le temps fort, mais dans la force, il y a aussi des moments de faiblesse, Oui. tu vois. Il faut Ouais. s'autoriser à craquer, à lâcher. J'ai des proches qui sont là aussi pour ça. Et puis des fois, quand je suis seule aussi, tu vois. Plus tôt dans cette conversation, tu as dit que la situation de tes parents et surtout de ta mère a influencé la carrière que tu as vécue. Mais est-ce que c'est ce que tu as toujours voulu faire? Non. Qu'est-ce que tu voulais faire avant? Petite, je voulais être fleuriste. Oui. Après, j'ai voulu être coiffeuse. Ça n'a rien Rien à à voir. voir. Dans la danse aussi. Oui, Tu vois, oui. j'ai toujours eu un peu cet espoir, parce que c'était ma passion. Et en fait, j'ai découvert un petit peu ce métier-là un peu par hasard. Je me suis pas dit, j'y vais par rapport à la vie que j'ai. Mhm. En fait, une fois que tu es dedans et que tu fais ce travail-là sur toi-même et que tu découvres le monde de l'éducation spécialisée et du social de manière générale, ou de la santé aussi, hein, c'est là où tu te dis, mais en fait, voilà, il y a quelque chose derrière. Je veux que tu refasses la connaissance de quelqu'un. Oui. C'est cette jeune enfant. Ah, c'est moi. Dora l'exploratrice. Mais aussi celle-là. Ouais, adolescente. J'aimerais qu'on retourne 20 ans en arrière, voire Ouais. plus. Qu'est-ce que l'enfant ou l'adolescente Harmonie aurait voulu dire à sa mère à cette période de sa vie qu'elle n'a pas pu lui dire? Adolescente? Ou quand j'étais enfant? Alors, on va partir déjà de l'enfance et ensuite on parlera de l'adolescence. Quand j'étais enfant, de lui dire on te comprend. Tu vois, on te comprend et tu restes ma mère malgré cette maladie. Et adolescente, qu'est-ce que j'aurais pu lui dire qu'on allait avancer ensemble, malgré la vie qu'on a eue et qu'il allait avoir plein de beaux moments aussi à partager. Qu'est-ce qui a fait que tu n'aies jamais osé lui dire tout ça? La pudeur, vraiment. Et puis c'est dans ma personnalité, je pense aussi d'être comme ça. C'est pas simple, hein. Je pense qu'aujourd'hui je suis même pas capable de le dire encore. Non, je pense pas. On parle souvent de transmission du gène chez les personnes qui souffrent du trouble bipolaire. Alors c'est pas prouvé, hein. Mais est-ce que toi, alors peut-être pas maintenant parce que tu t'es beaucoup renseigné là-dessus, mais est-ce que toi à un moment quand tu avais de la colère en toi ou que tu avais des angoisses, est-ce que tu étais dans la peur Oui. Surtout à cette période-là, comme je t'ai dit, tu vois. Il y a eu une période dans ma vie où il y a pas mal de choses qui ont été bousculées. Et donc, du coup, oui, j'ai eu en effet cette peur, bien sûr, qui m'a traversée. Et tu as essayé de te protéger de ça? Oui, et puis je me suis fait aider à ce moment-là, vraiment. Je me suis fait aider parce que je me suis rendu compte que j'avais un vrai travail à faire sur ma vie, sur moi-même. Et je pense qu'on a tous un travail à faire sur soi-même et tout au long de sa vie pour comprendre davantage cette maladie, pour poser des questions aussi. Et puis, je pense que c'était normal qu'à cet âge-là, j'avais peur de ça, tu vois. Ouais. Quand on te dit, tu rentres dans cette maladie vers ces tranches d'âge-là et toi, tu es dans cette tranche d'âge-là, forcément. Et je pense que si je m'étais pas posé la question, ça aurait été un peu bizarre. Ça veut dire que je me serais sentie hyper protégée face à ça. Ouais. Et, alors qu'en fait, ça peut arriver à tout le monde. peut arriver à tout le monde. C'est quoi les premières erreurs que tu fais en tant que proche aidant? Je pense que les erreurs qu'on fait, c'est de ne pas réussir à se mettre à la hauteur de la personne et à sa place et d'être dans l'impulsivité, dans la colère. Ouais. De mal parler, de mal répondre à cette personne, l'envoyer un peu balader, tu vois. Parce que en fait, t'es excédé et que t'en peux plus et qu'en fait, ça fait 15 fois qu'elle te répète la même chose et qu'en fait, là, c'est plus possible.
Comment tu décris la charge mentale d'un proche aidant? Je pense que c'est une charge mentale que du coup on se rend pas compte parce que vu qu'on le vit au quotidien depuis toujours, pour toi en fait c'est normal. Mais il y a un moment donné où tu te dis en fait j'ai une charge mentale que certaines personnes n'ont pas ou qu'ont peut-être de manière différente. C'est une charge mentale qui est assez importante. Et il y a des fois où ouais en fait clairement t'en peux plus. Ouais, sachant en plus que tu as la charge mentale de ton boulot. Ouais. Alors je me suis un peu éloignée aussi du terrain. Alors j'aime toujours le terrain et ce métier d'éducatrice spécialisée. Mais à un moment donné, je me suis dit, en fait, quand ma mère va pas bien et que déjà je suis dans l'aide de cette personne au quotidien, est-ce que je peux aider encore d'autres personnes? Est-ce que j'ai encore l'énergie? Tu vois, moi je pense qu'en fait, je suis rentrée un peu dans cette vie professionnelle dans le monde du social avec déjà un passif et déjà, je suis pas arrivée toute neuve là-dedans. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais est-ce que je suis prêt à aider les autres tout au long de ma carrière? C'est ça en fait, c'est pas simple. Il y a des moments où en fait je suis pas disposée à ça. Tu vois, j'ai trop de soucis en tête. Et même si on te dit qu'il faut laisser les bagages chez toi, quand t'as pas dormi la nuit parce que t'étais angoissée par rapport à ton proche ou que tu viens de la faire hospitaliser et que t'es obligé de prendre une journée et qu'après tu dois retourner pour aider l'autre, ça pèse toujours. Ça pèse, hein. Il faut être au clair aussi avec tout ça. Et il y a des choses que tu as dû sacrifier? Alors, je me suis pas sacrifiée vraiment, à part des petits moments de la vie quotidienne, bien sûr, où en fait, je pouvais pas vivre que pour moi, ça c'est sûr. Mais par contre, tu vois, dans le choix de mon métier, du lieu de mon métier, de mon habitation, forcément que tu as toujours t'as toujours le proche aidant en tête. Ouais. Tu te dis, il faut pas que j'habite trop loin, il faut quand même que je sois disponible. Et si du coup, mon travail, il est à 1 heure et qu'un jour, elle m'appelle en urgence et qu'il faut que j'y aille, comment je fais? Tu vois, en fait, tu organises quand même ta vie autour de ce proche. Tu vois, un exemple, quand on a pris notre maison, moi, j'ai toujours habité vraiment à proximité de ma mère et j'ai acheté aussi mon premier appartement à 5 minutes de chez ma mère. C'est pas anodin. Ouais. Et après, on s'est éloigné un peu plus et on a eu le coup de cœur, en fait, vraiment pour cette maison qu'on trouvait incroyable. Et on savait que ça allait être notre chez nous. Et moi, tout de suite, en fait, j'ai posé la question à mon conjoint en disant, mais là, en fait, comment je vais faire? Tu vois, si jamais elle m'appelle et que je dois y aller en urgence, etc., comment elle, surtout, elle va l'accepter? C'était surtout ça. Parce que c'est pas facile pour elle aussi de voir que je suis un peu plus loin, voilà. Et en fait, on s'est dit, ouais, mais à un moment donné, en fait, ça reste pas si loin que ça, tu vois. On peut y aller facilement. Tu relativises. Tu te dis, déjà, on va lui en parler pour voir aussi, tu vois, sa réaction. En fait, il faut toujours anticiper parce que les personnes bipolaires, tout ce qui va être les émotions, c'est compliqué. Donc, il faut y aller progressivement, tu vois, il y a tout ça. D'après une définition actée par la loi d'adaptation de la société au vieillissement, une étude montre que les aidants ont une santé plus altérée que quand ils étaient pas aidants. Et qu'ils sont plus sujets à plus de fatigue et de l'angoisse. Ça peut faire peur et on se dit, vaut mieux ne pas se lancer là-dedans. Comment, sachant tout ça, on choisit quand même de le faire? En fait, moi, je te dis encore une fois, j'ai pas choisi. Ça m'est venu dessus complètement. Après, il faut s'entourer. En fait, il faut vraiment s'entourer parce que le risque d'être aidant, c'est aussi de s'isoler dans ce rôle-là. De perdre aussi l'entourage et de tomber justement encore plus dans cette fatigabilité-là. Et puis après... Voilà, je pense que vraiment c'est ça qui est important. Ouais. Et c'est quoi ton message pour encourager les autres à le faire? Parce que je vois beaucoup dans le milieu médical des gens qui peuvent soit devenir proches aidants, soit souvent se déclarer garant, tuteur et toutes ces choses-là, qui réfléchissent beaucoup avant de se lancer, qui s'inquiètent et qui parfois se lancent pas. Alors en fait, être tuteur, c'est quand même différent parce que tu as une responsabilité au niveau des actes et tu représentes la personne en fonction de la mesure de protection qui est mise en place. Donc ça, c'est encore autre chose, tu vois. Je pense qu'il faut déjà avoir une maturité et puis savoir si on est capable et vraiment s'interroger là-dessus. Donc ça, moi, sur ça, je trouve que c'est quand même autre chose. Après, être aidant, c'est aussi de se dire, mais en fait, moi, si j'étais à la place de cette personne, est-ce que j'aimerais qu'on me laisse tout seul ou est-ce que j'aimerais qu'il y ait un aidant? Moi, je me dis, mais moi, si demain j'ai une maladie psychiatrique ou j'ai une autre maladie et que je suis hospitalisée, mais bien sûr que j'espère que ma mère, que les autres personnes de ma famille vont être présentes. Comment tu arrives à lâcher prise? Comment je réussis à lâcher prise? Déjà, quand ma mère elle est hospitalisée, forcément, et qu'elle prend soin d'elle, moi, je sais qu'elle est bien quand même entourée et que c'est un lieu où elle est en sécurité. Donc déjà, là, je prends peut-être un peu plus de recul. Mon intimité,
mon quotidien, mon entourage, mon conjoint, mon travail aussi, parce que ça te permet de te plonger dans autre chose. Donc c'est tout ça en fait, c'est une bulle, ce qui te sécurise. Et puis maintenant j'ai ma vie en fait, que j'ai vraiment construite, tu vois, d'adulte que j'ai choisi. Donc je pense que c'est tout ça. C'est facile les moments d'hospitalisation, surtout quand elle veut pas se faire hospitaliser. De toute façon, t'as un vrai rôle à jouer. Hein. Ouais. En fait, j'ai envie de dire, c'est pas elle qui décide de se faire hospitaliser, mais c'est nous qui décidons qu'elle soit hospitalisée. J'ai entendu une phrase une fois de quelqu'un qui disait, en fait, si on était dans notre métier, on l'aurait fait hospitaliser cette personne. Mais là, c'est notre proche et... T'as pas la même distance. Moi, en tant qu'éducatrice spécialisée, encore sur la dernière hospitalisation, je discutais avec une infirmière et je disais, mais en fait, là, en tant qu'éduc, j'aurais réagi différemment. Mais en fait, c'est ma mère, donc ça me touche d'autant. Enfin, tu vois, c'est pas pareil. Il y a une différence entre la professionnelle et la femme. Et en fait, moi, la première fois que j'ai dû la faire hospitaliser, j'avais 18 ans. Hein. Et en fait, quand tu signes le papier, c'est compliqué parce que tu as une certaine forme de culpabilité. Parce que la personne, elle te dit voilà, qu'elle veut pas. Mais en fait, après, j'ai compris que si vraiment on voulait l'accompagner, il fallait passer par là. Et qu'on n'avait plus le choix et qu'en fait, elle se mettait en danger et que moi, je pouvais plus assumer ce rôle-là. Qu'il fallait que quelqu'un prenne le relais, même si c'est pas toujours satisfaisant, hein, je l'entends. Hein. On manque encore de structures et de professionnels qui puissent accompagner, mais à un moment donné, t'as plus le choix. Ouais. En fait, faut se dire que sinon la personne elle se met en danger. Donc je me dis là, en fait, faut y aller. Est-ce que tu t'autorises encore à te confier ou à confier tes douleurs ou les moments difficiles que tu traverses à ta mère? Toujours. À ma mère? Oui, à ta mère. Non. Mais non, parce qu'en fait, quand elle va pas bien, donc elle est angoissée, tu vois. Elle a ses moments de doute, comme dans d'autres maladies, où elle aussi, elle apprend de sa maladie. Est-ce que tu me vois, moi, me plaindre en lui disant... donc elle vient de te dire qu'elle va pas bien du tout, et toi, tu vas lui rajouter que tu vas pas bien non plus. Enfin, en fait, j'ai même pas la place, tu vois. Donc dans ces moments-là, non, je vais me confier à d'autres personnes. Alors parfois, je peux lui dire, voilà, là, par contre, en ce moment, ce qu'on vit, c'est difficile, tu vois, moi, ça me prend beaucoup de temps. Moi aussi, ça peut me rendre triste, cette situation, mais de là à me confier réellement... Non, je pense que c'est là où du coup le rôle s'inverse et que j'ai un peu le rôle de la maman où en fait quand une mère va avoir ses tristesses, elle peut l'expliquer mais elle va pas se confier à un enfant comme tu te confies à un ami. Raconte-nous un souvenir récent avec ta mère où tu as passé un bon moment. Tu pas vois, en tant que proche aidant mais vraiment en tant que fille. Là je vais me marier dans quelques mois. Félicitations. Merci. Et du coup j'ai choisi ma robe. Tu vois, de mariée, donc j'y suis allée avec elle et mes témoins. Là, c'était un super moment, tu vois. Là, je suis sa fille, et puis j'avais envie qu'elle me trouve belle, et puis je voulais avoir son avis, tu vois, sur la question. Donc là, oui, même dans mon mariage de manière générale, c'est ma mère, en fait, totalement. Elle m'accompagne dans cet événement. Ça nous ramène à ça aussi, tu vois. Je pense qu'il y a ces moments-là qui nous ramènent à ça. Que ce soit le mariage ou d'autres choses de la vie qui te ramènent à la réalité. À la réalité, ouais. Est-ce que toi, il y a des fois où tu es consciente que ça ne va vraiment pas? Là, je ne te parle pas d'un coup de fil ou une inquiétude, mais où ça va vraiment pas, mais que tu te dis, là, je vais rien faire. Je vais la laisser et on va voir ce qui va arriver. Est-ce qu'elle va peut-être se ressaisir? Est-ce qu'elle va aller chercher au plus profond d'elle? Ouais, quand elle rentre au début de ces phases où elle décompense. Je me dis, bon, peut-être que là, c'est passager. Peut-être que là, je vais rediscuter avec elle demain de ça, tu vois. Mais au fond de moi, en fait, je sais déjà. Je sais déjà parce que souvent, en plus, il y a un arrêt du traitement. Dans les maladies psychiatriques, tu as ça aussi. Hein. Oui. Donc, en fait, voilà, je sais aussi que derrière, il y a peut-être ça. J'ai une dernière personne à te montrer. À me montrer? Une dernière photo. Vas-y, je t'en prie. Enfin, deux dernières photos. D'accord. J'ai deux dernières photos. La première, c'est... j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que cette personne dirait de la proche aidant que tu es aujourd'hui et de la femme que tu es devenue. Je peux dire qui c'est? Ouais, donc, c'est mon père, avec moi. J'avais 14 ans. Donc, pas longtemps, tu vois, avant qu'il décède. Est-ce qu'il m'a imaginé déjà en tant que proche aidante? Enfin, est-ce qu'il savait, tu vois, que j'allais prendre ce chemin-là? Je sais pas. Je sais qu'il l'a dit qu'il s'inquiétait pas pour moi. Parce qu'il connaissait ma force de caractère, ma personnalité. Donc je pense qu'il serait fier de moi et de mon parcours parce que j'ai quand même eu une certaine ambition, j'ai quand même réussi, tu vois, au niveau professionnel. Et lui, il mettait quand même une importance et c'était pas gagné. Donc je pense qu'il serait fier et surtout que j'arrive à vraiment accepter cette maladie. Alors même si des fois j'ai encore des moments où je fais pas bien, où je suis en colère,
j'arrive à prendre du recul. Et ça, lui, c'était compliqué. Donc, il verrait que en fait, j'arrive à avancer, tu vois, avec. Ouais. Moi, je pense que, je sais pas, c'est ce que je me dis. Et pour la femme que je suis aujourd'hui, bah, je lui ressemble. Hein. Ouais. Je pense qu'il me retrouverait en lui, tu vois. Dans ma personnalité, dans mon caractère. Je pense que je suis quand même une femme engagée. Donc ça, je pense, ça rend fier ses parents. Et puis le fait de ne pas avoir honte. Parce que peut-être que lui, il a eu honte d'avoir voilà, une femme, tu vois, qui avait cette maladie. Enfin, je sais pas. Que lui ne comprenait pas. Et que lui ne comprenait pas. Et moi, aujourd'hui, je la comprends. Donc il se dit peut-être, enfin, tu vois, quelqu'un réussit à la comprendre. Et je pense qu'il aimerait aussi, tu vois, que je continue à avoir ma vie. Ça, c'est important. Donc j'espère qu'il est fier. Et après lui, quelqu'un d'autre a pris le relais. C'est ton conjoint. Ouais. Tu viens de le dire, tu vas bientôt te marier. Ouais. Il a joué un rôle énorme dans ce que tu as traversé. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à lui ? D'abord, qu'est-ce que tu aimerais dire à ton père, par contre ? Ça, je t'ai pas demandé. Qu'est-ce que j'aimerais lui dire ? J'aimerais lui dire, ne t'en fais pas. Je prends la suite. C'est dur comme question. Je me suis jamais posé la question. Peut-être, ne t'en fais pas, ou la vie continue. Peut-être ça. Et à ton conjoint ? Et à mon conjoint, je suis fière de lui. Parce que je trouve que, déjà, il m'épaule. Au quotidien, on forme un couple solide. Et en plus, il s'est engagé dans cette cause. Donc pour moi, c'est une fierté de te dire que ton conjoint, il comprend et qu'il va aller aussi dans l'aide aux autres qui sont dans cette situation d'aidance. Et en plus, si je suis avec lui, c'est parce que il a les mêmes valeurs que moi, qu'on partage. Et ça, je trouve ça super beau qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes principes de la vie. Et que j'aime sa franchise, tu vois, son honnêteté. Des fois, on n'est pas toujours... on n'est pas toujours tendre face à l'autre, dans le sens où on se dit des choses, mais au moins on avance. Et ça, je pense que c'est la base de notre couple, c'est la communication et puis l'amour qu'il y a derrière. Et je pense que, j'espère en tout cas qu'il est fier de celle que je suis. Et puis, et moi, je suis très très fière aujourd'hui de la personne qu'il est devenue, déjà quand je l'ai rencontré, tu vois. Ouais. Mais il a hyper évolué, je trouve. Et peut-être parce que déjà lui-même, je pense qu'il a pris en maturité. Et puis la vie qu'on a, ça lui a montré tellement de choses en fait qui étaient inconnues pour lui. Et il me le dit souvent aujourd'hui. Des fois, en fait, on se le dit ça. Il me dit, mais là, en fait, je comprends beaucoup plus de choses. Il est très présent pour moi. Et il est très à l'aise avec ma mère, même quand elle décompense et qu'elle est vraiment dans des états très mal, où il n'a pas peur, tu vois. Ouais. Et je vois qu'il n'a pas honte. Et ça, c'est beau, je trouve. Ouais. De dire que tu auras toujours cette personne, j'espère, en tout cas, tu vois, à tes côtés, et qu'il me voit aussi pas que comme l'aidante. Il me voit aussi comme la femme. Il m'a connue comme femme et pas comme aidante à l'origine, parce que je te dis, ma mère était stabilisée. Et il me voit pas que comme ça. Donc je suis super fière de la vie qu'on a et de ce qu'on va construire. J'espère qu'il va durer le plus longtemps possible. Je te le souhaite aussi. Et vraiment, merci. Merci à toi. De t'être livré. Oui, merci à toi pour ce concept, je trouve, qui est à la fois original, qui permet aux personnes de pouvoir se livrer et de laisser un message. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire. C'était une première pour moi. Donc, merci de m'avoir accueilli. J'aimerais quand même qu'on revienne sur l'importance de l'association Jade, dont tu fais partie. Déjà, nous dire comment est-ce qu'on peut contacter l'association et si tu as des informations que tu aimerais donner, n'hésite pas. Alors, l'association nationale Jade, c'est une association qui est née en 2016 et qui porte la voix des jeunes aidants en France. On estime aujourd'hui à 600 000 jeunes aidants en France. Donc, les jeunes aidants, pour rappel, c'est des jeunes qui accompagnent un proche en situation de handicap, malade ou en perte d'autonomie, jusqu'à 18 ans. C'est la première qui s'est créée en France et qui aussi porte la recherche autour d'ateliers artistiques répit qui sont créés dans le but d'utiliser une médiation éducative pour permettre à ces jeunes de prendre du recul, de prendre du temps pour eux. Donc on peut contacter l'association nationale Jade, soit par mail ou par numéro de téléphone. Donc le numéro, c'est le 07 67 29 67 39 et du coup ça permet de pouvoir rentrer en relation avec l'association et ensuite de pouvoir voir si déjà on est jeune aidant et puis de voir sur quel atelier artistique le jeune aidant peut aller, puisqu'il y en a un peu partout en France, ça commence à se développer. Dans l'Essonne, c'est à Chamarande et c'est vraiment l'intérêt que ce jeune ait une semaine où il part loin de son domicile et il pense à lui
Et il utilise cette médiation, donc ça peut être le théâtre, le cinéma, la danse, la peinture, je sais pas, enfin tu vois, il y a plusieurs médiations possibles pour exprimer son quotidien, avec des professionnels, bien sûr, qui sont qualifiés. Un peu comme toi avec la danse à ce moment-là. Exactement. Ouais. Sauf que là, tu vas vraiment à la fois aussi parler de ce rôle-là, exprimer, par exemple, à travers la danse ou à travers le théâtre, ton quotidien. Et puis, il y a l'intérêt aussi à la fin qu'il y ait une représentation devant l'aider, en fait. Donc, la famille vient devant les jeunes. Et en fait, c'est des fois la première fois qu'ils entendent leur enfant parler de leur situation d'aidant. Donc, non, c'est une belle association. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'eux. Ouais. Il existe d'autres choses aussi en France, puisque ça se développe de plus en plus. Mais voilà. En tout cas, comme je l'ai dit, pour toute personne qui souffre, que ce soit de troubles bipolaires ou peu importe la maladie, il ne faut pas hésiter à se faire aider, même quand on est encore dans l'inconnu. C'est Bien sûr. important de parler. À toutes les personnes qui sont jeunes aidantes, qui sont proches aidants aussi, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a évidemment l'association JAD et toutes les autres structures qui aident. Il est important que nous, en tant qu'humains, en tant que société, qu'on soit là pour toutes ces personnes-là qui apportent énormément. Merci vraiment, sincèrement, de t'être livré, d'avoir livré ton quotidien de proche aidant, d'avoir témoigné non seulement de ta vie, mais aussi de ton rapport avec ta mère. Moi, je ne connaissais pas ça, je te l'avoue, et ça a été une vraie découverte pour moi, déjà, de comprendre un peu la bipolarité, pas comme quelque chose de péjoratif, comme quelque chose d'insultant, et aussi de comprendre le travail qu'il y a derrière là, non seulement grâce au corps médical, psychiatrique, mais aussi des gens qui sont proches et qui dédient vraiment leur vie pour faciliter celle des autres. Alors voilà, pour ça, je te remercie et je remercie toutes les personnes proches aidants qui le savent ou pas. Et bon courage. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite pas à le partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Et pour permettre à cette plateforme de grandir, je t'invite à donner ton avis, à faire des suggestions en commentaire et à t'abonner. En attendant de te retrouver, je te souhaite une excellente semaine.